BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en ce week-end, premier week-end de novembre d'ailleurs. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité de la tech, vous le savez, 1 heure en audio, en vidéo, à la radio, à la télé sur BFM Business le week-end et dès le vendredi midi en podcast, avec 2 parties pour ce De quoi je me mêle comme d'habitude. D'ailleurs, tout à l'heure, on va s'intéresser aux annonces Apple en pleine nuit, j'allais dire en catimini, mais non, quand même pas, parce que c'est Apple. Eh bien, la firme de Cupertino a présenté quelques nouveautés. On va commenter tout ça avec notre expert dans ce domaine. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Vous avez quelques secondes. Et puis, je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous joindre et pour réagir à toute l'actualité. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et donc, le Club de la Presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Ravi de te retrouver. Eh ben, un plaisir partagé. Comme toujours, Anthony que vous appréciez le matin sur BFM Business, mais aussi à l'heure du déjeuner avec Estelle Denis sur RMC Story. Et en face de toi, c'est Olivier Frigara. Salut Olivier. Salut François. Voilà, c'était mon petit quiz du début en fait, qui était l'expert Apple. Ben voilà, maintenant vous le savez, Olivier, qu'on regarde attentivement et dont on scrute sa chaîne pour avoir les nouveaux épisodes de On refait le Mac. On refait le Mac, effectivement. Vous voyez mes cernes, on s'est couché tard lundi soir. Et oui, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, tu t'es pas couché, visiblement. Non, 24-24 depuis. Voilà. Vous avez commenté en direct la keynote, là ? Oui, on a fait l'effort de le commenter en direct. C'était à 1h, non ? C'était à 1h du matin. 1h du matin. Wow. My God. Bon, la keynote était courte, donc on a pu se coucher très vite derrière, mais on en reparlera. Ouais. On en parlera tout à l'heure, oui, parce que franchement, bon, les annonces... Excuse-moi, mais tu avais l'impression qu'ils étaient en mode... Oui, on va en discuter. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'était vraiment nul. Venez voir la deuxième partie. Non, mais c'est un petit teasing, parce que Olivier est remonté comme une pendule, je le vois tout de suite, ou comme une Apple Watch presque chargée. C'est ça. Et je peux vous dire qu'il a des trucs à raconter. Et on aura des trucs à raconter. Il y a du lourd. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous l'avez remarqué, Anthony aujourd'hui a mis son plus beau gilet. Ouais, c'est son gilet pare-balles parce que bien évidemment il est tellement sollicité par des foules d'admiratrices qu'il est obligé de se protéger. Exactement. Quand il sort de la radio, vous le savez, ici à côté du métro Ballard, bah voilà. Donne pas l'adresse en plus. Oh là là. Voilà, c'est ça. Ah, il est pas connu. Anthony. Donc voilà, il a sa nouvelle protection. Ouais. Non, plus sérieusement, on va parler de jeux vidéo parce que en ce moment se déroule la Paris Games Week à Paris, porte de Versailles. Grand rendez-vous du jeu vidéo qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui rayonne bien au-delà de la région parisienne, de la France, de l'Europe. C'est un rendez-vous que beaucoup de pays nous envient. Absolument. Et on le sait, tu es fan de jeux vidéo, tu aimes beaucoup ça. Bien sûr. Et on va peut-être commencer par justement ton très joli gilet. Oui, qui incarne bien en fait, je pense, une des grandes tendances, que c'est ça, la Paris Games Week, c'est on peut tester des nouveaux jeux, c'est on peut voir un petit peu les nouvelles tendances qui se dégagent dans le jeu vidéo. Et il y a ce côté des jeux vidéo qui vont devenir de plus en plus immersifs. Alors ça passe évidemment par des consoles toujours plus performantes. On a les consoles de dernière génération évidemment, les PS5, les Xbox, les PC de plus en plus puissants, mais ça va être aussi des accessoires comme celui que je porte, qui est, alors effectivement, tu l'as dit, ça ressemble à un gilet pare-balles. En fait, c'est une veste haptique, ça s'appelle. C'est une veste qui permet de ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran quand tu es en train de jouer. Tu m'inquiètes, François. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je l'ai testé. Alors, c'est en fait à l'intérieur, tu as des dizaines de zones sensibles qui vont te permettre de ressentir ce que ressent ton personnage. Donc, par exemple, tu joues à un FPS, genre Call of Duty, on te tire dessus. Tu vas ressentir le choc de la balle. Wow. Évidemment, le but, c'est pas de se faire mal, mais c'est d'avoir une immersion supplémentaire. Tu l'as ressenti ou pas ? Oui, absolument. Alors moi, je l'ai testé. Alors pour être full disclaimer, je l'ai testé avec un film. On m'a passé un extrait du film Avatar. Donc ils ont modélisé ça. Et en fait, tu ressens tout ce qui se passe à l'intérieur de l'action du film. Donc par exemple, il y a un moment où ils sont dans un hélicoptère et tu ressens le de l'hélicoptère. Tu t'as vraiment pales, en fait. mais c'est les pales de l'hélicoptère. Tu as l'impression d'être à l'intérieur. Tu ressens toutes les vibrations exactement comme si tu étais dans un hélicoptère. Et ça se fait avec une finesse et une précision au niveau de l'emplacement des vibrations qui est absolument dément. Vous avez pas de latence, c'est synchronisé à l'image. Ouais, c'est synchronisé à l'image, ça se fait instantanément. Vous avez peut-être testé déjà les cinémas 4DX dans les grandes villes. On en a de plus
en plus. C'est un petit peu le même principe, mais ça va encore plus loin parce que ça entoure tout le torse, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, tu as des sensations qui sont beaucoup plus, je veux dire, puissantes et beaucoup plus fines. Et en fait, ça fonctionne très, très bien. Donc, tu te prends une balle, tu sens la balle. S'il pleut dans le jeu, tu vas ressentir des gouttes de pluie, ploc, 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 sur les épaules. Si tu as, je sais pas, un monstre qui essaye de t'étrangler, de t'agripper, bah, la veste va se contracter autour de toi et tu vas le ressentir. Et c'est vraiment dingue. Resident Evil en VR avec ce truc-là. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Ouais. Tu te transformes moi, je me transforme en liquide. Ouais, c'est clair. Et la connexion, tu l'as fait comment avec j'imagine que c'est sur PC. Ouais, alors là, pour la démo, exactement. Pour la démo, ils le faisaient en mode filaire pour que ça fonctionne parfaitement. Donc, ils avaient connecté ça à un PC et un casque de réalité virtuelle. Donc, ça peut fonctionner en VR. Et comme tu le disais, François, avec le casque VR en plus, là, tu es dans une immersion totale et là, c'est complètement fou. Évidemment, tu pourras le connecter en Wi-Fi. Alors, pour l'instant, ils le vendent à des professionnels. C'est une boîte française qui fait ça. Il s'appelle Actronica. Je crois que tu les avais reçus dans Tech & Co. D'ailleurs, tu les connais. Hein. Ils étaient à l'IFA aussi de Berlin notamment. Et en fait, ils te proposent ça. Alors, pour le jeu vidéo, le potentiel est complètement fou. Mais aujourd'hui, ils vendent ça aussi par exemple, à des gens qui font de la formation professionnelle. Donc, c'est par exemple pour les forces de l'ordre, tu vois, pour les tests simulation d'attaque terroriste ou de prise d'otage, ils vont tester ça avec la veste pour avoir plus de réalisme. Ou alors, ça peut être aussi, alors, comme souvent dans la tech, vous savez bien, l'une des industries les plus en pointe, c'est l'industrie des films pour adultes. Bien sûr. Et en fait, ça les intéresse. C'est pour ça que je m'inquiétais. Oui, évidemment, c'est un des premiers trucs auxquels tu penses. Ces vestes qui peuvent reproduire toutes les sensations tactiles et faire appel au toucher. C'est que tu vas pouvoir aussi simuler une étreinte, une embrassade, dans certaines limites, hein, évidemment, mais là encore, ça peut ajouter, on va dire... Ça peut simuler alors des caresses, par exemple? Oui, absolument. Ça peut simuler des caresses. Je sens très intéressé tout d'un coup. Non, mais c'est vrai que l'industrie l'industrie pour adultes, entre guillemets, pour rester poli, elle a toujours été en pointe de l'innovation, c'est ce que tu disais. Ah, mais c'est clair. Depuis des années, la 4K, elle a explosé avec les films pour adultes. Il y a eu plein d'innovations. Les premiers sites internet vidéo, c'était ça. Réalité augmentée, réalité virtuelle. Avec Dorsel qui avait investi pas mal. Et au-delà, il y a beaucoup d'acteurs des sites de rencontres ou des solutions de vidéoconférence qui sont intéressés par ces solutions-là également. C'est une manière également d'organiser une date sans prendre particulièrement de risques. Sans aller jusqu'au porno, effectivement, tu peux aller juste faire un hug virtuel avec quelqu'un. Ouais, c'est un peu. Oui, après. Oui, non, j'allais dire. Non, il faut respecter les trucs. Pour rester sur le jeu vidéo, ça s'arrête au niveau du bas du ventre, on est d'accord. Absolument. Je me lève rapidement pour montrer. Après, il n'y a pas une version plus. Alors, il y aura peut-être des add-ons. Écoute, après, je sais pas. On va leur demander à nos amis d'Actronica. T'as pas testé? Ça, j'ai pas testé. J'ai pas tout testé non plus. Non, mais c'est pas mal, tu vois. C'est vraiment ce truc. Et alors, ils veulent coupler ça aussi. C'est à la Paris Games Week, c'est l'un des stands les plus pris d'assaut. Vous devez connaître aussi. Je sais pas si vous avez l'occasion d'essayer. C'est EVA. Vous voyez ce que c'est? EVA eSports Virtual Arena. Tu sais, c'est une arène de 500 mètres carrés. Et dedans, tu as deux équipes qui s'affrontent. Ils ont des casques de réalité virtuelle sur la tête. Ils ont une arme factice dans les mains. Et c'est une sorte de jeu de paintball, pour le dire simplement, mais en réalité virtuelle, avec un côté e-sport. Et donc, tu mélanges du jeu vidéo et du réel. Donc, tu as un affrontement. Tu as un masque VR. Ok, donc un Quest ou un HTC ou je sais pas quoi. Exactement. T'as un gun factice. Voilà. Et en fait, tu t'affrontes, mais tu cours en fait dans l'arène. C'est une arène de 500 mètres carrés. D'accord, donc l'arène est reproduite en VR. Voilà. Donc tu vois ton environnement. Exactement. Tu sais où t'arrêter, etc. Sauf qu'évidemment, l'arène, dans le monde virtuel, tu peux te retrouver dans la jungle ou sur une base lunaire, tu peux recréer n'importe quel décor. Et donc, tu as des gars qui courent, donc tu te prends une bonne suée, parce qu'en plus, c'est des équipes, il y a des compétitions e-sport, donc de haut niveau, etc. Tu as des obstacles, tu peux te cacher et tout ça. Tu peux te cacher, effectivement, et puis il faut essayer d'éliminer l'équipe adverse. Ça doit être génial. C'est génial. Et donc, du coup, ils veulent ajouter, enfin, en tout cas, Actronica est en train de discuter pour ajouter ça, parce que t'imagines, si tu peux en plus ajouter les sensations quand tu te fais toucher, etc., là, ça va être complètement fou, quoi. Ce truc EVA, ça existe. Il y a des endroits où on peut jouer? Absolument. Partout en France, tu as des arènes maintenant, dans toutes les grandes villes. D'accord. Tu en trouves vraiment. T'as testé ça ou pas? Ouais, c'est fou. Alors, pour ceux qui ont la chance d'aller à la Paris Games Week, vous pouvez le tester. Et vraiment, il y a plein de monde qui essaye. Et c'est assez génial. Et sinon, tu peux. Ils en ont lancé même à l'international. C'est une boîte française qui fait ça aussi. On a, y compris aux États-Unis, je crois que c'est à Orlando qu'ils en ont lancé. Je
peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, ils en ont lancé. Et ils font ça aussi dans à les centres l'étranger. commerciaux, dans des. C'est souvent dans des zones commerciales, Ouais, tu c'est ça. vois, en proche banlieue ou ce genre de choses, parce qu'il faut un peu de foncier, quoi, tu vois, 500 mètres carrés, il faut quand même un peu de moyens. Mais c'est une franchise, en fait. Tu peux, si tu es intéressé, d'ailleurs, investir, acheter une franchise et lancer ton site d'e-sport, quoi. Intéressant. C'est assez rassurant ce que tu nous décris, parce que d'une part, on nous parlait pendant des mois et des années du métaverse, qu'on allait tous jouer à distance et qu'on voit avec le succès de la Paris Games Week que les gens ont besoin de se réunir et de partager un moment, que ce soit un moment virtuel, mais un moment quand même. Je trouve ça assez réconfortant. Et on a vu depuis des années que les événements tech en général, les grands salons tech en France pour le côté Apple, hein, c'était Apple Expo, ça a disparu. On préfère faire venir des gens des magasins. C'est aussi assez réconfortant qu'on voit qu'en France, que ce soit Paris Games Week ou Vivatech, Ça, c'est vrai. sont encore des événements bien vivants et qu'on a Ouais. besoin de se voir, de se rencontrer, de tester. Absolument. Et ça, Ouais. voilà, c'est. Ouais, non, c'est vraiment positif. Et c'est Paris vrai, Games Week, c'est vrai aussi parce que c'est rendu possible aussi parce qu'en France, on a un écosystème dans le monde du jeu vidéo qui est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises très talentueuses. Ouais. Alors, on pense forcément à Ubisoft parce que c'est Ouais. les très gros, mais derrière, il y a énormément de studios. Alors, ça va de Asobo à Dontnod, on peut en citer plein, sûr, bien Focus, sûr. etc. Avec on va dire, deux Voodoo. capitales de jeux vidéo. Enfin, il y avait Bordeaux il y a très longtemps. Oui, hein, toujours. Hein, ils sont Toujours. ouais, ils sont toujours très Et forts. Lyon, bien sûr, qui était on va dire le siège Paris, notamment. d'Ubisoft aussi, je Ouais. crois. hein. Alors, Ubisoft, C'était peut-être à Montpellier, l'époque. c'était pas Montpellier. Ubisoft, Infogrames ils à sont l'époque. ouais, t'avais Infogrames. C'était Infogrames. C'est devenu Atari, ouais. Ouais, voilà. Ouais. C'est dingue quand même. Donc Ouais. c'est vrai qu'on a quand même cette culture du jeu vidéo. Et mine de rien, c'est vrai qu'on se moque un peu de la France en termes toujours dans l'IA, dans le cloud, on a raté plein de trucs. Bah, le jeu vidéo, on est bien présent Le jeu finalement. vidéo, on est très présent. Et à tel point que, par exemple, tu vois, le dernier Flight Simulator, qui est un jeu quand même, un très Ouais. gros jeu, Incroyable. Microsoft, ils ont fait appel à Asobo, studio bordelais, par Ouais. exemple. Tu vois, donc, non, on n'a vraiment pas à rougir du tout. On a une vraie excellence française dans le domaine du jeu vidéo. Et ça permet, ce genre de salon, effectivement, de rayonner aussi d'une certaine manière. Et Quoi. derrière toi, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit les images Ouais. donc d'Eva là, c'est impressionnant. Ce Ah, mais truc. c'est génial. Vraiment, ça me donne envie de tester. Mais il faut qu'on se fasse un truc en équipe, là. On se monte une Ah équipe, ouais, non mais des franchement, tu sais QJMM, quoi, on y va, tu on vois. va se le faire. Mais vraiment. On va se le faire. Et on vous fera une petite vidéo dès qu'on y est, on Il y est va. surentraîné, donc on n'a aucune chance. Mais Non mais c'est pas grave, le tout c'est de rigoler. Ah Enfin non, j'ai je pense qu'on se marre bien. vraiment envie de sentir les sensations Ouais. que ça procure en fait. Ça il n'y doit avait être pas d'annonce. impressionnant. Enfin, généralement, ce grand salon, c'est lié à une annonce matérielle ou une annonce applicative Non. forte. Et Alors, cette année, c'est pas le cas. Non, plus, là, hein. en tout cas sur les annonces matérielles, maintenant non. Alors les grands salons que tu avais ça, c'était surtout l'E3 Ouais. aux États-Unis, qui n'existe plus Feu. maintenant. Ouais. Là, oui, tu as des annonces jeux vidéo. En gros, l'idée là, c'est de permettre aux joueurs de venir tester des jeux qui ont déjà été annoncés. Donc tu as par exemple le dernier Prince of Persia chez Ubisoft. Tu dois avoir le jeu Goldorak, le Festin des loups qui était pas mal attendu aussi. Enfin, il y a plein de jeux. Tu peux les tester et il y a un côté extrêmement convivial aussi. C'est ça qui est assez sympa aussi. Alors ce qui est intéressant c'est que bien sûr, voilà, c'est vraiment la mecque du jeu vidéo, hein, cet endroit-là. Il y a énormément de personnes qui viennent, avec en plus il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'âge moyen du joueur, c'est 39 ans. Ouais. C'est ça qui est dingue. Hein, on s'en rend compte. Nous, alors on vieillit parce qu'on fait partie de cette génération du jeu vidéo, mais voilà, on est de plus en plus nombreux et vieux à jouer aux jeux vidéo. De plus en plus, plus de 70% de la population C'est dingue. qui joue. Alors, Et c'est autant avec- d'hommes que de femmes d'ailleurs, en plus, il y je a- crois. il y a- hein. oui, en tout cas, on est proche de la, On est proche de la parité. Alors, sachant C'est que intéressant. est considéré comme joueur, tu vois, le gars qui joue une fois à Candy Crush tous Un les 3 casual mois, gaming. c'est un Ouais. joueur. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Donc, c'est toujours ça. Entre celui-là et je dis Oui, pas oui, qu'il faut oui, faire oui, bien une sûr. hiérarchisation si tu veux, mais c'est pas exactement la même Ouais. chose que Et celui le mec fan de Call of Duty qui passe toutes ses qui nuits, joue, c'est pas voilà, pareil. exactement. Ce Du qui est coup, intéressant- le oui. budget, vu l'âge vieillissant et que c'est les gens actifs, hein, les budgets explosent en matière de jeux vidéo. Absolument. Pour Ouais, l'achat. Ah oui, tu as tout à fait raison. bien sûr. Et ça se voit aussi d'ailleurs sur les prix de tout ce qui est rétro gaming, hein, où donc les vieux jeux des Nintendo, Sega sûr. d'époque. Moi, je suis un petit peu collectionneur. Les prix ont explosé Et tout à pour fait. les jeux de Nintendo, Bien de sûr. Super Nintendo en boîte, parce qu'effectivement, il y a un public pour ça, que c'est un public de cadra quinca qui ont un pouvoir d'achat. C'est leur Madeleine de Proust. C'est leur Madeleine de Proust et ils sont prêts à dépenser parfois Ils beaucoup n'avaient pas d'argent. les moyens quand ils étaient ados de s'acheter les consoles de dernière génération, ils se font plaisir. Et là maintenant, aujourd'hui. ils se font plaisir. Mais moi, typiquement, je rêve d'avoir une borne d'arcade chez moi. Quoi. Ah ouais. Ça serait tellement cool. Ouais. Il y a des trucs en plus. Enfin, il y a plein de boîtes qui font ça. T'as Neo Legend notamment. Néo en France, qui fait Legend, des ouais, super avec bornes des d'arcade. centaines de jeux, etc. Quoi.
Enfin, ça, c'est vraiment le top. Et en France, il y a l'association Emo5 qui travaille beaucoup autour de la préservation de l'historique et de l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique en général. Hein. Tu fais bien de les mentionner, ils font un super boulot. Et il y avait, tu te souviens, ce projet de musée du jeu vidéo Oui, qui avait ouvert à la Défense et qui finalement avait fermé. Je crois qu'il y avait une obscure histoire d'ascenseur qui fonctionnait pas. Enfin, c'était un truc débile qui avait poussé en fait à la fermeture de ce musée qui était. Il nous faut un musée du jeu vidéo. Évidemment, mais surtout, et puis ça nous permettrait d'asseoir notre légitimité dans ce domaine-là, nous la France. J'ai un petit scoop pour toi, mais il y aura un musée du jeu vidéo en Corse. Non, en Corse et dédié au Mac. C'est vrai. Plus. Tiens, voilà. Écoute, tu viendras nous en parler. C'est génial ça. Je sais pourquoi il dit ça, parce que évidemment, la Corse et Olivier Frigara, on est deux. Je sais que vous êtes tous les deux de la Corse, je me sens. Il y a un collectionneur là-bas fou. On avait fait une émission dans Refait le Mac il y a juste avant le confinement, il y a 2 ans. On a été voir un monsieur charmant, retraité, qui avait près de 250 Mac chez lui, dans son garage, et il a tout collectionné depuis des années. Et il voulait s'en débarrasser parce que forcément, à un moment donné, il voulait déménager, aller dans le sud, justement en Corse. Et il a trouvé un passionné de jeux vidéo que je salue, qui est de Bastia, et qui a racheté son stock. Il avait déjà son propre stock à lui. Il veut en faire un vrai jeu, de jeu vidéo, pourquoi pas. Et un lieu de célébration autour d'histoire d'Apple et du Mac en particulier. Génial. Pas mal ça. Ah ouais, pas mal. Puisqu'on est dans le jeu vidéo, on ne peut pas ne pas évoquer l'IA parce qu'elle est présente aussi à la Paris Games Week. Le jeu vidéo va être révolutionné, Anthony, par l'intelligence artificielle, ça c'est certain. Comme tous les secteurs, c'est vrai, on en parle toutes les semaines ici, mais c'est vrai qu'il y a une vraie révolution dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça va transformer à la fois la façon dont on joue et la façon de concevoir les jeux. Si on regarde la façon de concevoir les jeux, c'est... alors il y a plein d'exemples, Blizzard par exemple commence à utiliser des algorithmes qu'ils ont conçus en interne et qui vont les aider à fabriquer des personnages à la demande, ou des niveaux à la demande, ou des scénarios, pourquoi pas. Mais dans le style qu'ils choisissent, c'est-à-dire que par exemple tu peux demander fais-moi les 3 nouveaux personnages elfiques dans le style de World of Warcraft, Burning Crusade, voilà, et tu vas avoir tes personnages qui vont arriver, qui vont être quasiment faits, et ensuite t'as plus qu'à les retoucher quoi finalement. Donc ça c'est la première chose. Tu vas pouvoir t'en servir pour écrire des scénarios. Ça c'est Ubisoft qui a un outil qui s'appelle Ghostwriter par exemple, qui permet un peu comme un ChatGPT si tu veux adapté pour le jeu vidéo, d'écrire des lignes de texte pour les personnages et de générer des scénarios à la demande. Et on a beaucoup parlé, tu sais, de la grève des scénaristes d'Hollywood en disant en fait ils ont peur d'être remplacés par l'IA. Mais dans le jeu vidéo, la révolution elle est encore plus grande parce que si tu prends des jeux, ce qu'on appelle les jeux bac à sable, les jeux sandbox, où le joueur a une liberté quasiment totale, en fait on va pouvoir grâce à ces outils créer une infinité d'histoires à l'intérieur de l'histoire, quoi, si tu veux, et ça va donner une richesse qui humainement était impossible. Mais c'est ça en fait, ça va être complètement fou. Et tu as eu il y a alors c'était pas la Paris Games Week, mais c'était il y a quelques mois, Nvidia, le patron d'Nvidia qui avait fait une démonstration de ce qui pourrait être un peu le jeu du futur. Où en fait, donc c'était un jeu steampunk, un jeu de science-fiction, et en gros, tu avais un dialogue qui s'engageait entre 2 personnages. Aujourd'hui, quand tu as un dialogue dans un jeu vidéo, c'est tu choisis sur ta manette une boîte de dialogue, tu as réponse A, réponse B, réponse C, et tu interagis comme ça avec les personnages. Là, en fait, tu peux avoir une discussion en langage naturel. C'est-à-dire que tu discutes, tu parles à la manette, tu as un micro dans la manette, et grâce à l'IA, donc type ChatGPT, couplé à des algorithmes de clonage de voix, tu peux en fait discuter avec le personnage comprend ce que tu lui dis et va faire une réponse qui va être générée en fonction de ce que tu lui dis. Donc tu peux avoir des discours, des dialogues qui sont hyper riches, hyper dynamiques, enfin des trucs qui étaient absolument impossibles jusqu'ici. Mais je pense que ça va donner une richesse incroyable. Ouais, je pense que ça va apporter encore plus d'affect sur certains jeux vidéo. Sûrement. Et puis peut-être aussi améliorer en fait toute la partie quand on a je sais pas moi, des ennemis qui sont gérés par l'informatique je pense que ça va révolutionner aussi tout l'aspect jeu réseau sans être en réseau en fait. Absolument. Parce qu'on va avoir des adversaires qui vont être gérés par l'IA et de taille avec qui on pourra dialoguer.
qui seront malins comme nous, et ça va être hyper intéressant en fait. En marge de la Paris Games Week, j'ai rencontré une start-up franco-américaine qui travaille plutôt sur le casual gaming et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle pour développer des jeux de casual gaming, mais développer des jeux. Ils sont développeurs, mais voilà, l'idée c'est de partir de jeux existants comme un Temple Run par exemple, qui est un jeu très connu sur iOS et sur Android, mais qui peut heurter certaines populations. Temple Run, les Incas, mais c'est pas forcément les Incas qui vont sauver voilà. L'idée, c'est de personnaliser via l'intelligence artificielle ces jeux en fonction des communautés. Oui, de les zoner en quelque sorte. De les zoner très facilement, très rapidement. Ah ouais. Plutôt bien vu. Voilà. Et l'idée, c'est ces jeux, c'est toujours les mêmes principes. On peut les décliner à l'infini, on peut les personnaliser pour des marques, on peut les personnaliser pour des classes d'âge, etc. Et c'est vrai que en matière d'intelligence artificielle, tu parlais de scénario, mais on peut parler aussi de développement pur. Clairement. Il y a des briques qui peuvent être construites quasiment 100% avec l'IA aujourd'hui. C'est des gains de productivité énormes parce que ce que tu disais à l'instant, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être faites assez facilement par des développeurs humains, mais sauf que ça prend du temps, c'est des capacités humaines et de temps et d'argent. Et là, tu demandes à l'IA et elle te le fait en. Et donc, tu peux personnaliser des jeux qui étaient plutôt des jeux de mass market et les rendre sur des cibles très pointues et faire que tu augmentes encore la durée de vie de ces jeux et tu vends de plus en plus. Ouais, hyper intéressant. Avant de refermer le chapitre Paris Games Week et jeux vidéo, est-ce qu'on parle de NFT aussi ? Les NFT à la Paris Games Week. Tu te rappelles l'année dernière, c'était un sujet qui était évoqué. Ouais, absolument. On pouvait acheter des personnages, enfin, ou des accessoires, des trucs comme ça. Tu as eu l'écho de cette année j'ai pas fait où attention finalement, cette année. comme tout ce secteur-là est en train de retomber et de disparaître. Alors disparaître, t'es un peu dur. Non, moi, mais en tout cas, jusque-là. En sommeil. Ouais, voilà, exactement. Moi, je pense qu'effectivement, comme tout ce qui est Web3 en ce moment, c'est un petit peu retombé. Le soufflet est un peu retombé, clairement. Et non, t'as raison, c'est une bonne question. J'ai pas fait attention. Peut-être que je suis passé à côté de certains trucs. Aussi. Mais c'est clairement pas, il n'y a pas la hype. Je sais qu'Ubisoft parlait beaucoup de ce truc-là l'année dernière et visiblement on en parle un peu moins. Moi j'y crois beaucoup pour le jeu vidéo quand même, c'est-à-dire que cette idée que tu vas pouvoir en fait posséder virtuellement un objet, un skin pour un de tes personnages par exemple, ou une arme dans Counter-Strike, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, sauf que tu la possèdes jamais vraiment complètement. Là avec le NFT, tu auras vraiment un titre de propriété virtuelle qui te permettra ensuite de l'échanger, etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, c'est un parti pris intellectuel où tu adhères à ça, ou tu n'y adhères pas. Et je pense qu'il faut voir si les gens sont prêts à investir encore de l'argent, alors qu'on voit qu'on donne de l'argent partout pour tout, en fait, pour se dire je m'approprie quelque chose de virtuel, en quelque sorte, pour simplement me satisfaire en me disant que ça m'appartient. Ouais. C'est compliqué à expliquer, hein, c'est très abstrait, mais je suis pas aussi sûr que toi que ça décolle. Mais on verra. On va voir. Peut-être que ça sera dans quelques années quand toute cette réflexion sera plus mûre. Oui, c'est vrai. Quand tu auras eu le halving du Bitcoin déjà l'année prochaine, à mon avis, il va faire beaucoup. Tu vas voir que on va reparler qui étaient un petit peu endormis. On verra. J'ai une question pour Anthony. Est-ce qu'il y a eu un effet Apple Vision Pro en matière de réalité mixte et réalité augmentée ? Très bonne question. J'ai pas eu l'impression pour l'instant. Je pense que tout le monde observe ça et on attend de voir parce que personne n'a pu le tester quasiment pour l'instant. C'est un produit qui n'existe pas en fait dans l'absolu. Qui n'est pas sur le marché encore. Non, c'est vrai. Mais attends, t'imagines couplé avec la veste haptique là mais déjà, sans parler du Vision Pro, mais le MetaQuest 3, ça doit être cool. Ouais, absolument. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas que Apple. Hein. Tout à fait. Et le Quest 3 est disponible déjà dans le commerce, on peut l'acheter. Et beaucoup moins cher. Moins cher. Il est à 500 et quelques, je crois, le Quest 3. Donc, tu peux acheter 6 MetaQuest pour le prix d'un Apple Vision Pro. D'ailleurs, tiens, entre parenthèses, on essaie de le tester, ce truc-là, et on pose la question à Meta. Silence radio, c'est fou. Hein. Sur le Quest 3 ? Ouais. Ah ouais ? Impossible. Je sais pas si toi tu as. Non, écoute, j'attendais qu'il me contacte. Mais aucune rédaction n'a pu tester ce Quest 3 alors qu'il est sorti dans le commerce. Enfin bon, ça c'est après notre tambouille interne, mais c'est bizarre. C'est intéressant d'en parler parce que tu dis pourquoi. Est-ce qu'ils sont pas sûrs de leurs produits? Est-ce qu'ils ont peur a priori, c'est qu'ils sont à peu près sûrs. Hein. D'habitude, c'est quand on veut pas le vendre qu'on veut pas le montrer à la. Enfin, quand on veut garder ce que fait Apple avec le Vision Pro aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui ont la possibilité de le tester. C'est bizarre, quoi. Tu sors pas un produit qui coûte plus de 500 balles si tu le prêtes pas à la presse pour qu'on puisse s'en parler. Parce que c'est quoi? Ça veut dire qu'ils veulent que... Non, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais on dit les tests, c'est pas pour l'instant, on verra plus tard. Je sais pas. Ouais, on verra plus tard. Ouais, tu vois, c'est quand le 4 sortira. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je sais pas pourquoi. Ils attendent peut-être le Vision Pro. Peut-être qu'ils attendent le Vision Pro. On change de sujet pour s'intéresser justement à Meta. Sans le vouloir, j'ai fait une belle transition.
mais même pas belle puisque j'ai pas voulu. Mais si, elle était belle. Si, tout C'est justement comme ça. Il a tellement de talent que c'est naturel. Ouais, c'est voilà, ça, en fait. exactement, Tout est écrit. exactement. C'est mon intelligence artificielle qui carbure. Non, plus sérieusement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Meta a annoncé que en Europe, nous aurons la chance, parce que c'est quand même un privilège, Ouais. de pouvoir avoir une version payante de Facebook et d'Instagram. On a de la chance. Mais dis donc. mais On est franchement, vernis. on est béni des dieux. On quoi. est vernis. Et ça, c'est bizarre, cool, on hein. avait dit bizarre. Vraiment, vous avez dit, ouais, c'est ça. Alors pourquoi en Europe, c'est à votre avis? Et puis c'est 10 $. Hein. C'est 10 Enfin, $. je veux dire, voilà, qu'est-ce que c'est 10 $ À par 10 mois $ encore, c'est si tu prends sur ordinateur, mais c'est un petit peu plus cher sur smartphone. Ah oui, Tu as parce la que taxe, T'as la taxe Apple, Apple ou Apple et Google. Android. Voilà, exactement. Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils le font en Europe? Parce qu'en fait, c'est une sorte de tour de passe-passe, cette histoire. C'est-à-dire qu'ils font ça pour se conformer aux nouvelles règles européennes, notamment le DMA. Il y a le RGPD derrière qui va rendre de plus en plus compliqué le fait de pouvoir récupérer des données personnelles et cibler des gens avec de la publicité. Et donc, en gros, ce que dit Meta, c'est écoutez les gars, on vous propose 2 options maintenant. Soit, comme on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vous avez nos réseaux sociaux gratuitement, mais on continue à vous inonder avec de la publicité gratuite, de la publicité ciblée. Soit, on vous propose une option où on n'exploite pas vos données, on ne vous donnera pas de publicité et tout ça sera complètement vierge de pub, mais par contre, il va falloir payer un petit peu. Moi, je pense, à ma conviction, je ne sais pas ce que vous Un en petit pensez. peu, c'est 10 $ quand même. Ouais, alors justement, pour moi, ils font pas ça un pour petit que peu, quoi. personne ne l'achète. Non, mais voilà, Mais c'est le but, c'est que totalement personne ne le prenne. dissuasif. Et au-delà, que tout le monde donne son consentement et donc détourne le DMA. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, ils le font pour que les gens ne l'achètent pas. Parce que autant, tu vois, un abonnement YouTube Premium, Il y a un intérêt. il y a un intérêt. Voilà, tu as un gain de temps, tu passes plusieurs heures par semaine, peut-être par jour sur YouTube. Clairement, tu perds du temps à Non, regarder mais les c'est pubs. clair. c'est Autant clair. sur Facebook et sur Instagram, la pub, elle est quand même pas... Et puis sur YouTube, tu peux télécharger ton contenu hors ligne, tu peux, enfin il y a plein d'avantages, tu squeezes la pub comme tu dis, tu peux monter en résolution, tu peux même écouter de la musique comme un Spotify, tu peux même sur un iPhone par exemple ou même un Android passer à autre chose et ça coupe pas l'appli, enfin il y a plein de petits trucs qui disent ok, je suis content de donner 10 $. Là, Meta, en fait c'est... Et ce que je trouve formidable, et il faut les féliciter, c'est que les avocats de Meta ont été excellents. Ils ont trouvé un truc, là, une parade au DMA qui est formidable. Ils ont trouvé la faille. Le risque, c'est que ça risque, Et moi, ça si risque de faire j'étais, jurisprudence auprès des autres big tech. Quoi, Moi, c'est si ça. j'étais Thierry Breton, je l'aurais mauvaise. Je pense qu'il doit saigner du nez, là. Là, il doit se dire waouh. Ouais. Non, mais c'est clair. Ouais, et peut-être qu'il va peut-être y avoir une riposte. Hein. On est, tu vois, ils ont annoncé ça cette semaine. Peut-être que Il nous a derrière, promis des sanctions hein, si les big tech ne suivaient pas la réglementation européenne. C'est On va ça. revoir. c'est ça. Mais Mais c'est vrai que là, Mais le fait de dire, OK, on propose un abonnement à 10 balles qui vous permettra de respecter le DMA, mais à partir du moment où vous ne voulez pas cet abonnement, ça veut dire que tacitement, Ouais. vous acceptez, parce que c'est un contrat qu'on passe entre nous, vous acceptez en fait d'avoir de la publicité, etc. c'est ça. Et bien là, on a le droit de faire ce qu'on veut. c'est ça. C'est très malin. C'est très malin. Très malin. Franchement. Non, ils sont. Alors Ah ouais. après, derrière, on Et voit là, qu'il y a tout le quoi- monde va s'engouffrer là-dedans. Parce Aussi. que là, Ah bah, c'est- Meta a ouvert la bah, voie. d'ailleurs, TikTok, Twitter. X, ils vont aussi aller. Hein. clairement. Mais on voit aussi qu'il y a une tendance plus générale chez les réseaux sociaux. Alors c'est assez marrant d'ailleurs de voir parce que Facebook, je ne sais pas si vous vous souvenez, leur premier slogan c'était It's free and it always will be. Tu sais, Ouais. c'est gratuit et ça le restera Bien toujours. Et il y avait, tu te souviens de ces chaînes là ça circule d'ailleurs toujours là où on te mettait sur ton mur. Facebook va devenir payant. Attention, tu vas devoir payer 5 € par mois si tu ne partages pas ce statut sur ton profil bien sûr, Facebook. toutes et les tout ça. arnaques à l'époque. Toutes les arnaques, tu sais, et en fait, tu te rends compte que maintenant, en fait, il va vraiment y avoir une option payante, donc c'est assez étonnant. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que tous les réseaux sociaux là sont en train de se mettre quand même au payant. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on tenait pour acquis, c'est-à-dire le fait que tout ça était complètement gratuit. Et pour d'autres qu'on- raisons. Pour d'autres raisons, tu as tout à fait raison. Parce que quand on regarde le cas Twitter, Twitter aussi propose une option payante. Ils ont annoncé d'ailleurs, tu as vu... Plusieurs options payantes. plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a options payantes. plusieurs niveaux d'abonnement. Hein. C'est ça Ils qui ont est annoncé intéressant. un abonnement premium là, à 16 $ par mois. Mais tu as tout à fait raison de dire, Olivier, que c'est complètement différent. Déjà, tu t'abonnes à Meta et Twitter, ça te fait 26. Ouais, Ouais, c'est ça pas fini, commence à hein. faire, hein, juste pour utiliser tes réseaux sociaux. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que Twitter, ils ont une vision un petit peu différente. C'est que eux, c'est pas juste pour pas avoir de pub que tu vas payer. De C'est toute façon, ils en ont aussi de moins en moins après depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de en plus. réseaux sociaux. Ils en perdent en plus un peu. Mais c'est aussi pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que là, tu es dans un truc où tu as vraiment un Internet à 2 vitesses. Si tu payes pas,
bah, tu as le réseau social en version dégradée, j'allais dire. Et si tu payes seulement, tu auras de la visibilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi, j'ai pas la version payante, je crois que vous non plus. Non. Le reach, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre des gens, est Ah beaucoup ouais. moins important. Moi, j'ai beaucoup moins de retweets. Peut-être que je poste des trucs beaucoup moins intéressants aussi. C'est pas impossible. Ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression de toucher moins de monde. Non, mais ils le reconnaissent jusqu'ici. Non, eux-mêmes, mais bien hein. sûr, Ils bah, le on est dans reconnaissent les eux-mêmes. bas-fonds, on est au fond à droite en sortant de l'ascenseur à C'est côté de ça. la cave. C'est ça. Alors que si tu payes, ben, tu te retrouves en rooftop C'est exactement avec ça. ton petit cocktail. Voilà. Dès que tu parles, tout le monde t'écoute. T'as ta petite pastille bleue. Mais Et- ça, c'est. Vas-y, je t'en prie. Non, mais on voit que la vision d'un Elon Musk, enfin, si vision il y a, parce que ça l'ouvre pas mal quand même, hein, elle est totalement différente de celle. Et les enjeux sont tellement différents. Facebook gagne de l'argent, beaucoup d'argent depuis des années. Twitter, enfin X aujourd'hui, on n'a quasiment jamais gagné. Le fait d'avoir changé beaucoup de choses en matière de modération leur a fait perdre près de 50% de leur chiffre d'affaires en matière de publicitaire. Donc c'est une catastrophe thermonucléaire, hein, pour Twitter. Ils ont de toute façon avait l'intention de le rendre payant parce qu'il y a une vision qui va au-delà et d'en faire une sorte de couteau suisse et un outil à tout faire, un peu comme il existe en Chine aujourd'hui notamment ou dans les pays asiatiques. Mais est-ce qu'on avait besoin de racheter Twitter pour ça 40 milliards de dollars, c'est ça le ticket d'entrée Il en vaut 2 fois moins maintenant. qui en vaut 2 fois moins Ouais, qui en vaut deux aujourd'hui. fois moins. Il y a 2 mots pour ça, hein, c'est catastrophe industrielle. Mais voilà. Après, on dit c'est un génie, mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est pas encore une catastrophe industrielle. Twitter est en pleine métamorphose et Elon Musk s'en fout. C'est-à-dire que lui, il bêta-teste des trucs Oui, en avec temps des réel. centaines de millions de gens. Je suis pas sûr qu'il réussisse pas son pari. Il est en train de faire sa tambouille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, et tu le dis aussi, est-ce que ça va pas créer des réseaux sociaux à 2 vitesses Moi, finalement Ça va booster tous ceux qui sont prêts à payer. Et en général, quand tu es motivé à payer, c'est que tu as des informations à donner et que tu veux propager. Et donc, si tu as de mauvaises informations, de fausses Mais c'est ça, le informations, problème, si tu es dans des extrêmes, tout ça, bah, boum, ça va remonter. Ouais. Enfin, c'est Bah, sans même, embêtant. même sans parler de qui diffuse des informations ou quoi, juste sur une question de principe, je trouve que, alors on parlait de jeux vidéo, c'est intéressant pour moi, c'est la différence dans le jeu vidéo entre ce qu'on appelle le free-to-play et le pay-to-win. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je Oui. parle. Le free-to-play, c'est un jeu vidéo qui est gratuit, mais où je vais pouvoir accepter en tant qu'utilisateur de payer pour avoir des améliorations cosmétiques. Tu vois, c'est League of Legends. Tout le monde peut jouer, tout le monde est à la même échelle. Tu peux devenir très très bon à League of Legends en déboursant 0 €. Mais si tu veux t'acheter un nouveau costume pour ton personnage, tu peux le faire. Ça, c'est tout à fait légitime. Le pay to win, donc payer pour gagner, c'est le jeu est gratuit. Mais si tu veux être compétitif, il faudra que tu payes. Il va falloir que tu achètes pour avoir la meilleure Bien sûr. arme, la Voilà, meilleure armure, le meilleur exactement, truc pour exactement. améliorer ton Et à personnage. partir du moment où c'est tu ça, Twitter, payes en fait, pour avoir aujourd'hui. ta meilleure armure, bah, tu vas progresser plus vite dans le jeu. Exactement. Et donc, tu as une inégalité de fait qui, Ouais. qui, me semble-t-il, sur un réseau social où, en fait, tu devrais avoir une prime au mérite. C'est celui qui poste les publications les plus intéressantes qui devrait avoir Ce qui était le plus de début, viralité. Ce qui était le cas au l'origine début. de Twitter, en fait. Exactement. Bah, tout ça est en train Et de disparaître. on perd quand même ce truc-là. Mais au-delà de la volonté de pousser les publications et d'être omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de consultation, un outil d'information, un outil éditorial. Et aujourd'hui, quand j'ouvre Twitter, on est tous abonnés à Twitter depuis de nombreuses années, où on prenait un plaisir à voir sa communauté, ses informations qui étaient ciblées, qui étaient remontées. Aujourd'hui, c'est un climat 100% anxiogène, surtout en ce moment avec tous les événements qui se passent. Et je prends plus de plaisir à être sur X aujourd'hui. Au bout de 10 minutes, je suis complètement flippé. Pourtant, je fais attention à ceux qui me suivent et à ceux que je suis. Mais l'algorithme qui me pousse les infos n'est plus du tout celui pour lequel j'ai adhéré il y a des années. Ouais. Et c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Après, petite astuce, si vous êtes sur Twitter, moi, en fait, j'avais la même réflexion. Et quand vous lancez l'appli sur votre smartphone, vous avez pour vous et abonnement. Ouais. Et en fait, il faut, c'est tout bête, mais moi, je m'en étais même pas rendu compte. En fait, il faut arrêter de cliquer sur pour vous. Oui, pour avoir que Parce ces que alors abonnements. là, pour vous, c'est pas du tout pour vous en fait. C'est surtout pour Elon Musk. Et enfin, pour Elon Musk, ça fait remonter tous ceux qui justement sont prêts à donner de l'argent pour remonter leurs informations. En revanche, si vous vous mettez sur abonnement, bah là, vous avez des informations que des personnes dont vous suivez, ce qui est déjà un petit peu plus correct. Ouais, mais c'est aussi. Moi, j'aimais bien le côté pour vous. Mais bien justement, sûr, tu as parce que raison. ça te permet de sortir un petit peu de ta bulle de filtre. Oui, aussi, ta parce que bulle si de tu filtre, suis bien tous sûr. tous les gens que tu suis, à d'autres Ça casse un peu sujets. le côté Voilà. TikTok où tu C'est as ça qui toujours est la intéressant chose. de avec l'ouverture Twitter. d'esprit là. Bah oui, moi j'aime bien voir des trucs aussi de gens avec lesquels je suis pas du tout d'accord, tu vois. Si Ne tu serait-ce que restes pour m'énerver, ça j'aime bien. fermé, tu peux te vite recroqueviller. Mais là, en l'occurrence, c'est un cercle fermé différent où c'est toujours les mêmes polémiques qui repartent. Il ne faut pas hésiter à aller dans les préférences de X,
puisqu'on ne peut plus l'appeler Twitter. Parce qu'au-delà de pour vous et de l'abonnement, il y a une manière de cibler effectivement et de rendre je dirais, l'esprit originel de Twitter et de X. Ah, quand même. Ouais. Et de cibler un petit peu mieux et contrecarrer l'algorithme. Il faut les farfouiller dans les menus. Farfouiller, Comme ça montre qu'on peut être embêtant. inquiet quand même pour nous, les historiques de Twitter. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette première partie avant de nous intéresser aux annonces Apple. Parle-nous de ce produit de Motorola qui a été présenté. Il y a pas mal de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, qui est assez étonnant. C'est une espèce de concept d'écran qui se tord en fait. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre, hein. C'est ça, c'est un bandeau. Ouais, alors on sait pas en fait. C'est un truc un peu hybride. Donc c'est un smartphone parce que le form factor c'est quand même c'est assez volumineux. Un bracelet. Voilà, tu peux le mettre comme un bracelet ou comme une montre. Donc en gros, vraiment, c'est la taille d'un smartphone, mais qui s'enroule autour de ton bras pour que tu puisses t'en servir comme d'une montre connectée. Alors, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations de la part de Motorola, si ce n'est ces vidéos qui sont, c'est vrai, assez spectaculaires, hein, puisqu'on voit vraiment cet écran qui peut se tordre dans tous les sens. Je ne suis pas convaincu à titre personnel que ça devienne le form factor du futur, mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur à quoi ressemblera le futur du smartphone. Est-ce que ce sera encore un smartphone? Est-ce que ce sera un hybride? Est-ce que ce sera une montre? Est-ce que ce sera un pins qu'on portera sur sa chemise, comme certains l'imaginent, avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permettrait d'avoir des interactions soit avec de la voix, soit avec de la gestuelle. Bon, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que Motorola a juste voulu se faire un petit coup de pub parce que c'est une marque tu vois, un peu moribonde, plutôt bien joué. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je suis pas trop convaincu quand même. L'idée de montrer qu'on innove, c'est intéressant. C'est vrai que si on revient dans la sphère Apple, on peut pas dire qu'Apple aille vraiment sur ce terrain-là, malheureusement. Et c'est vrai que les fabricants de téléphones Android ont mis l'accélération sur les écrans pliables. Le premier, c'était Samsung. Beaucoup de fabricants chinois. Motorola est devenu chinois d'ailleurs depuis. Oui, acheté par Lenovo, rappelons-le. Et c'est vrai que c'est une belle démonstration, mais ça reste une démonstration techno. Je ne suis pas certain que le form factor soit celui-là. C'est intéressant, mais ça va correspondre à une niche de marché. Et puis pour avoir quand même assisté à pas mal de CES, ça fait des années qu'on voit ce type de truc. Ça c'est vrai aussi, tu as raison. Les écrans qui se tordent. Là, visiblement, il doit y avoir des composants électroniques. Enfin, c'est pas que l'écran. C'est-à-dire qu'il y a c'est un téléphone, finalement. La carte mère qui doit être... Voilà, c'est ça. Il y a tout le truc, mais l'écran qui se tord, ça existe depuis oui, non, des mais années. clairement. Je le vois éventuellement se vendre en Chine ou à Dubaï, mais je suis pas certain pour le marché européen ou américain, tu vois. Comme on dit, c'est plus un proof of concept finalement pour dire voilà, on arrive à faire ça. Niche, hein, mais après, est-ce que ça peut déboucher sur autre chose, quoi? On verra bien. On revient dans un instant. Deuxième partie de quoi je me mail. Il a veillé toute la nuit pour nous, on peut dire. Et on le remercie. On le remercie. Franchement, regardez, il a un teint formidable. Nous, on a bien dormi. Nous, on a bien dormi. Olivier Friga a assisté à la keynote d'Apple, qui a duré une demi-heure en plus. Ils étaient pressés. Je pense qu'ils avaient envie de se coucher. Non, mais il y a des choses très intéressantes. Restez avec non, mais bien sûr, évidemment. Nouveau Mac, MacBook Pro. Il y a aussi un nouvel iMac. Apple qui se met aux jeux vidéo. Il y a Apple qui se met aux jeux vidéo. On reste dans la thématique. Et je pense que ça va intéresser Anthony. On parle de tout ça dans la deuxième partie de quoi je me mets. Alors, si vous êtes sur YouTube, ça sera le deuxième module. Si vous êtes à la radio, à la télé, vous ne touchez à rien. Et si vous êtes en podcast, là non plus, vous ne touchez à rien. Ça arrive tout de suite. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.